Quant à l'instinct de soumission ou submissivité, il a aussi des implications philosophiques. Il nous porte à chercher un sens à notre vie, un moteur à nos actions hors de nous-mêmes, en fait. Vous voyez, ce qui est fondamentalement absurde, car le moteur ultime à nos actions est forcément de l'ordre de l'émotion. Ce qui est hors de nous-mêmes étant de la nature d'une vérité, les gens qui pensent avoir trouvé la source de leurs actions hors d'eux-mêmes vont avoir tendance à vouloir l'imposer aux autres qui pensent être dans l'erreur. D'où le sectarisme. Et de plus, des dominateurs malins vont pouvoir aisément manipuler ces gens-là en arrangeant ces vérités à leur avantage, voire en s'en faisant passer, ça c'est le fin du fin, pour les transmetteurs pratiques. Et pour se donner du crédit, parce que bon, évidemment, c'est pas gagné tout ça, c'est tout un art, bien sûr. Ils se réfèrent souvent à des écrits anciens, souvent les mêmes, d'où du coup un certain archaïsme, un frein au progrès philosophique ou pour l'évolution des mœurs, vous voyez. Et de plus, ces références étant hors de soi-même, eh bien, ces gens vont souvent avoir des comportements assez inhumains, d'autant qu'ils vont souvent se montrer violents, sans doute à cause de l'attachement à leurs croyances, vous voyez, dû donc à ces besoins de soumission, mêlés à l'incertitude qu'ils perçoivent bien inconsciemment, bien sûr, vous voyez, concernant celle-ci, d'où le fanatisme. L'instinct de domination est parfois confondu avec l'orgueil, et de même celui de soumission, symétriquement, avec l'humilité. Mais cela vient sans doute de ce que la position de dominant est souvent entourée d'un certain prestige, mais il s'agit bien là, clairement, d'autre chose. Nous avons donc bien affaire ici à des péchés capitaux oubliés, et non des moindres, là encore, par mes amis catholiques. Alors, volontairement ou pas, je ne me permettrai pas, bien sûr, d'insinuer quoi que ce soit. Un autre instinct est lié à la compétition naturelle, le fait que d'autres animaux, en particulier nos congénères, convoitent les mêmes choses que nous, consiste tout naturellement, lorsqu'on a trouvé un bien désirable, à être particulièrement vigilant pour ne pas se faire piquer. Le problème étant que cette attitude est souvent excessive et se traduit par une peur continuelle du soupçon et de l'agressivité envers ses potentiels concurrents, c'est-à-dire souvent tout le monde pratiquement. Et de plus, notre problème ici, c'est que lorsque le bien ainsi monopolisé est quelque chose de durable, et non pas juste une petite quantité de nourriture, cela conduit à priver les autres de choses dont ils auraient pu profiter sans gêner personne. Cela induit une sous-utilisation des biens, une rareté artificielle, accroissant le manque et la frustration. Je dénoncerai donc ici le péché, donc harmoniste, de possessivité, que l'on peut encore appeler jalousie. On connaît là d'ailleurs le cas particulier de la jalousie amoureuse qui alimente régulièrement la rubrique des faits divers, d'autant plus sanglante ici que l'objet de la possession étant susceptible de partir de sa propre initiative, le jaloux a non plus un, mais deux responsables sur lesquels exprimer son courroux. Donc le rival et le ou la prétendu infidèle. Une autre forme aussi un peu particulière de jalousie est celle qui concerne l'arrivée d'un petit frère ou petite sœur venant nous piquer une part de l'amour et des soins donc parentaux. Et il y a là un véritable instinct d'ailleurs animal d'hostilité à l'encontre de ce concurrent, le meurtre fraternel étant chose assez courante chez les animaux, qui n'en ont pas attendu d'ailleurs, soit dit en passant, Abel et Caïn. Cela tend à se généraliser sous la forme d'un sentiment d'hostilité, vous voyez, envers ceux qu'on estime justement avantagés sur nous. Et on reconnaît là le péché, d'envie, bien sûr. Le terme, toutefois, ici d'envie me semble assez inapproprié, car on peut avoir envie d'autre chose, comme de chocolat ou d'amandes meilleures, ce qui n'a évidemment rien à voir. Faute de mieux. Alors il est assez curieux quand même que l'Église catholique ne retienne de la jalousie que ce cas très particulier. Mais cela a peut-être son explication dans une autre tendance dont je vais parler maintenant. Il existe aussi, en effet, dans une moindre mesure, un respect spontané de l'appropriation. Là encore, sans doute sélectionné naturellement, pour limiter les conflits, les individus vont avoir tendance à ne pas prendre ce qu'ils considèrent comme étant à autrui. D'où une forme de hiérarchie partielle ici, puisque ne concernant que l'usage d'un bien donné, que l'on peut appeler la possession. Mais là encore, on retrouve les mêmes problèmes déjà rencontrés avec la hiérarchie générale, si vous voulez. L'enjeu, en effet, pour cette possession définitive étant sans commune mesure avec celui pour une jouissance momentanée d'un bien, les conflits pour l'obtenir chez l'être humain, qui donc ne fonctionne pas que par instinct, vous voyez, il connaît les enjeux réels à long terme, vont être particulièrement violents. Et d'autant plus que la possession va du coup aussi être soutenue par la société, naturellement, et être, très concrètement, via une hiérarchie pyramidale,
de sorte que le possesseur n'a même plus besoin d'empêcher lui-même les autres d'utiliser les biens sur lesquels il a décrété son exclusivité. La police et la justice s'en chargent. Et cela rend non seulement la possession encore plus désirable, mais ça va permettre du coup à des particuliers de monopoliser facilement un nombre considérable de choses, accroissant du coup, vous voyez, la rareté, l'injustice et la frustration. Et alors si de plus, l'organisation sociale facilite la possibilité d'échanger ces possessions, a priori ça paraît assez anodin, vous voyez, celles-ci deviennent encore plus désirables, car cela leur confère une valeur d'échange, une sorte de pouvoir universel. Et on retrouve là, du coup, l'amour de la richesse et de l'argent en particulier, souvent amalgamé à tort, comme nous allons le voir, avec le péché d'avarice. Cette confusion vient de ce que l'avare ayant tendance, lui, à amasser tout ce qu'il trouve, donc il peut amasser en particulier de l'argent. Mais la plupart des gens qui amassent de l'argent le font pour en profiter ensuite. C'est pourquoi il conviendrait plutôt, là, vous voyez, de parler de cupidité. Or, cette dernière, vous voyez, ne saurait être un instinct animal. D'une part parce que son existence repose sur des conventions sociales préexistantes, la possession et la monnaie, mais aussi et surtout parce qu'il s'agit d'un comportement rationnel en fin de compte. L'argent permet d'obtenir plus de choses. Dans ce système, plus on est riche, plus on est libre. Peut-on reprocher aux gens de vouloir accroître leur liberté ? Et pourtant, la cupidité est bien un problème, et sans doute l'un des pires, si l'on réalise qu'elle explique l'essentiel de la criminalité, de l'exploitation humaine, mais aussi des dégradations environnementales, sans parler des conflits, et de la violence consécutive d'ailleurs à la répression des crimes, qui n'est d'ailleurs pas suffisante pour régler le problème, en passant d'ailleurs. Le problème, la cause sur laquelle il serait possible d'agir, n'est donc pas la cupidité là, mais en l'occurrence ce système économique possessivo-monétariste, puisqu'il relève lui de conventions sociales. Donc ce serait possible. On pourrait parfaitement imaginer un autre système qui ne place pas les individus face à la tentation d'acquérir des pouvoirs aussi considérables, où la gestion des biens se ferait démocratiquement, où les individus n'auraient, je ne sais pas, que des droits d'usage momentanés, par exemple, hein, c'est juste une gestion. Bon. Cela éliminerait l'objet de la cupidité, et donc la cupidité et ses conséquences, quand même pas inintéressantes. Certes, cela nécessite pour chacun d'être un peu moins sous l'emprise du péché de possessivité, pour pouvoir ne serait-ce que réfléchir sereinement à ces problèmes sans en éliminer d'emblée certaines causes qui ne nous conviendraient pas. D'ailleurs, sous l'emprise de celui de conformisme, puisqu'il s'agirait là, en fait, d'innover vraiment, du coup, vous voyez, donc on serait plus dans la moyenne, donc forcément extrémiste. Et c'est pas grave, hein, extrémiste, ça veut pas dire violent, hein, attention. Au contraire, là d'ailleurs, hein, au vu de la violence engendré, imaginez, par donc, ce système cupidogène, c'est plutôt le contraire. Quoi. Alors un autre instinct que nous avons hérité de nos ancêtres est celui consistant à former des groupes. Et pas seulement à se suivre en troupeau, on a déjà vu ça, hein, comme les moutons, mais à former des sociétés organisées, comme les fourmis, si on peut le dire, mais aussi bien sûr la plupart de nos cousins, les singes. Du coup, oui. Alors cela est évidemment bénéfique en soi, sauf que nos ancêtres ont longtemps vécu en petits groupes, eux-mêmes en compétition les uns avec les autres. Si bien que l'on retrouve tous les penchants les plus négatifs que nous venons d'évoquer, la vindicativité, la possessivité, la susceptibilité, au niveau non seulement des individus, mais aussi des groupes. Et on reconnaît bien là le phénomène des bandes rivales, que l'on observe chez les enfants plus ou moins abandonnés à l'état sauvage, mais aussi à plus grande échelle du nationalisme par exemple. Donc pour rester plus général, je parlerai ici donc du péché donc harmoniste de clanisme. Ainsi, des clans tentent à s'estimer possesseurs d'un territoire. Mais le problème est qu'il n'y a pas de règle précise, voyez, a priori, pour légitimer cette possession. Sur combien d'individus présents depuis combien de temps, s'étant éventuellement absentés jusqu'à combien de temps, sans même parler de l'arbitraire qu'il y a forcément dans la définition des clans eux-mêmes. Puisque depuis la nuit des temps, ils n'ont eu de cesse de se déplacer, de se mélanger. Et vous voyez qu'on a là, évidemment, une bonne part de l'explication des guerres dans le monde, l'autre part étant d'ailleurs à partager entre la soif de pouvoir et le fanatisme. La jalousie clanique se traduit d'ailleurs aussi par une perception de ceux qui ne font pas partie de notre clan, vous voyez, comme venant manger notre pain,
à les percevoir avant tout comme une menace pour l'existence de notre groupe, qui devient du coup une sorte d'objectif en soi, aussi fort qu'absurde, comme on l'a vu avec le fanatisme, dont c'est d'ailleurs ici un cas malheureusement assez fréquent et dangereux. D'autant que s'ajoutent à ça des phénomènes mentaux. Premièrement, la tendance à généraliser le comportement de quelques-uns à l'ensemble de leur groupe. Et cela garantit évidemment les conflits, puisque sur le grand nombre de personnes qui composent un groupe, il y a forcément quelques hystériques et autres malfaiteurs. Et deuxièmement aussi, une tendance à faire porter à un groupe extérieur au sien, enfin, ou plusieurs d'ailleurs, la responsabilité de tous nos problèmes, sans doute parce que cela permet, vous voyez, d'éviter l'idée de sa propre culpabilité. On retrouve là donc en arrière-plan l'orgueil négatif. Et on peut remarquer en effet que ce que l'on reproche aux boucs émissaires sont des défauts qu'on ne retrouve absolument que chez eux, comme l'égoïsme, la soif de pouvoir, le clanisme, truc très très rare ça, c'est uniquement chez certains. Oui. D'où la tentation, forcément, à un moment ou à un autre, à force de se livrer à ce genre de spéculation, d'éliminer le problème, c'est normal, donc le ou les 10 groupes. Après, la méthode, bien sûr, ce sera un détail de l'histoire. Ce qui n'est pas un détail étant le génocide lui-même, et d'ailleurs aussi ça, c'est d'ailleurs plutôt cause. Alors après, ce que nous venons de voir, vous comprendrez sans doute que je souhaite terminer ce petit inventaire sur une note positive. Si certains instincts sont porteurs de problèmes, d'autres sont porteurs de solutions. Nous venons de voir la tendance à s'associer, à coopérer. On a pu montrer sa présence dès le plus jeune âge, avant toute éducation, et même chez nos cousins les singes. Il y a une coopération spontanée au cours d'un objectif commun, comme la chasse par exemple. Il suffirait donc de proposer plus souvent peut-être des objectifs communs, mais communs à tout le monde. Il y a en nous l'aspiration à des relations harmonieuses avec autrui. Et cela est même plutôt un besoin, puisqu'on a pu montrer que ce type de relation réduisait les maladies et allongeait la durée de vie. Ce n'est donc pas la compétition qui serait un besoin, mais bien le contraire. Si l'on prend soin, bien sûr, de vérifier ses propos, plutôt que de se borner à suivre un troupeau. Nous avons vu la vindicativité, mais il y a aussi la tendance symétrique, la gratitude. Il y a aussi des mécanismes de réconciliation que l'on observe là encore chez nos cousins les singes. Signalons également le goût pour la parole, la discussion, dont vient sans doute ce petit défaut de bavardage, mais qui est potentiellement utile pour la coopération ou la réconciliation. Et aussi d'ailleurs l'amour de la vérité, pareil, très utile. Il y a en nous une capacité à ressentir ce que l'autre ressent, ce qu'on appelle l'empathie. Mais aussi, beaucoup mieux encore, une disposition à soulager la souffrance d'autrui, ce qu'on appelle la compassion. Et même, dans une moindre mesure, à se réjouir de son bonheur. Ça, c'est ce que nos amis d'ailleurs catholiques, Rondo ça, d'ailleurs, en l'occurrence, appellent l'amour, le vrai, tout ça. De sorte que le péché que je pourrais mentionner ici ne réside pas, vous l'aurez compris, dans la présence de ces tendances instinctives, mais plutôt dans leur manque, ou plutôt l'oubli de les cultiver. Soyons précis, car ces instincts sont des potentialités. Par exemple, j'ai dénoncé lors de mon éloge de l'avarice la consommation de biens onéreux, à cause de la nuisance que cela occasionne. Et donc je m'étais dit, mais bon, le problème c'est la recherche du plaisir. Mais en fait non, c'est pas la recherche du plaisir, puisqu'on peut se faire plaisir sans nuire à personne, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans mon éloge de la luxure. Non, le problème c'est l'indifférence aux nuisances que l'on occasionne, le manque d'amour, envers certains du moins, car on peut fort bien aimer quelques personnes et se foutre des autres, ce qui induira les mêmes problèmes, comme nous l'avons vu avec le clanisme. Ce péché harmoniste, donc, là, que l'on pourrait signaler, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'égoïsme, mais ce terme est trompeur ici, puisqu'il n'est pas question ici d'amour de soi, mais de manque d'amour envers d'autres personnes. Soit qu'on nuit et qu'on s'en fout, je parlerai alors d'insensibilité, soit qu'on n'a juste pas pris conscience, on n'a pas pensé, je parlerai alors d'étourderie. Bon. Alors j'arrêterai là donc ce petit inventaire, car je pense avoir évoqué les principales tendances instinctives, sources de souffrance, j'ai peut-être oublié, je ne sais pas. Ainsi au passage que les 7 péchés capitaux catholiques, dont on a pu vérifier en effet qu'ils ne correspondent pas précisément aux instincts les plus nuisibles, dit même d'ailleurs toujours à des instincts précis. Nous avons noté une bonne dizaine de tendances plus ou moins nuisibles, de sorte que pour faire face, si vous vous rappelez, si vous n'êtes pas pire que moi, à mes problèmes de mémoire, je les ai regroupés en 4 catégories.
Et là, ça tombe bien parce que ces catégories sont de nuisances décroissantes, enfin, typiquement, alors que c'était moins évident si on regardait les péchés chacun séparément. Catégorie que j'ai appelée donc les sources majeures de violence. Alors SMV, on peut faire des sigles si vous voulez. Ensuite, donc c'est par ordre de gravité décroissante, les amplificateurs de violence, les complexes inhibiteurs de solutions et enfin les sources occasionnelles de problèmes. Alors la première catégorie, j'ai mis dedans le clanisme, la jalousie, l'autoritarisme, la susceptibilité. On comprend effectivement que c'est quand même important, les conséquences, c'est grave. Alors une remarque à ce propos, on peut remarquer qu'il s'agit toujours de défendre quelque chose. Et c'est paradoxal, on pourrait dire, puisque si la personne ne fait que se défendre, vous voyez, c'est pas donc une source majeure en plus de violence, c'est pas lui qui a commencé, vous voyez. Et je pense qu'il faut se méfier de ce raisonnement, enfin, qui est fallacieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, bon, la raison, quand je parle souvent de la raison en disant ouais, c'est bien tout ça, mais ce que j'appelle la raison, ça implique une certaine finesse dans l'analyse, de coller à la réalité. Alors là, la réalité dont on parle, elle est psychologique, émotionnelle. Et nous sommes là en particulier dans une émotion qui est essentiellement la peur. Il faut bien comprendre que l'émotion va avoir tendance à biaiser les interprétations. Et de sorte qu'une personne qui est dans la peur va avoir tendance à voir, et souvent même à tort, ou en tout cas à grossir, vous voyez, la réalité de ce qu'elle redoute. Et du coup, il se peut qu'il n'y ait rien, mais non. Et alors, comme ensuite, ces personnes-là vont devenir souvent un peu agressives, ou du moins, vous voyez, vont émettre une certaine négativité. Si vous vous mettez à soupçonner tous les gens, vous doutez bien que c'est pas très... Comme ambiance, il y a mieux, hein. Eh bien, forcément, après, en plus, les gens vont devenir, hostiles. Donc, la peur, en fait, crée, et même objectivement, se finit à la fin par créer ce qu'elle redoute. C'est bien connu avec la jalousie, par exemple, évidemment. Bon. Donc voilà pourquoi ce sont bien, contrairement aux apparences, donc des sources de violence. Alors une autre raison aussi, c'est que en plus, ce à quoi ces personnes sont attachées, vous aurez remarqué à quel point il s'agit de choses absolument assurées, permanentes et totalement dénuées d'arbitraire, à savoir la nature de son clan, de ses possessions, son statut hiérarchique et son image chez les autres. Alors on comprend évidemment que ce soit une source de problème. Bon. Alors contrairement à la catégorie suivante, donc les amplificateurs de violence, dans lequel j'ai mis donc irascibilité, râlerie, vindicativité, où là il y a quand même une cause objective à la base. Bon. Notons à propos de cette catégorie que c'est la seule qui correspond à peu près, si on chipote pas trop sur le vocabulaire, à un péché capital catholique, en l'occurrence la colère, effectivement. Bon. Alors les complexes inhibiteurs de solution, j'ai mis là-dedans donc lâcheté, submissivité, conservatisme et aussi insensibilité. On comprend ce que ça veut dire, inhibiteur de solution, donc ça empêche de résoudre les problèmes. On pourrait d'ailleurs remarquer que j'aurais pu mettre là-dedans la susceptibilité, puisque j'ai dit que c'était un défaut, rappelez, majeur qui empêchait l'auto-évolution, donc la résolution des problèmes. Sauf que voilà, la susceptibilité, comme c'est aussi une défensivité, donc c'est prioritaire, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve pas là. Alors j'ai écrit complexe, c'est juste pour rappeler que ce ne sont pas seulement des inhibiteurs de solution, mais c'est juste ce qui les caractérise le plus. Ce sont souvent des sources occasionnelles de problèmes ou amplificateurs de violence, accessoirement. Par exemple, vous avez la submissivité, je rappelle que ça induit, ça participe à la formation de hiérarchies formelles, donc voilà, et aussi au fanatisme, au sectarisme, tout ça, bon, pas négligeable. Dans le genre pas négligeable, dans la lâcheté, il y a aussi, vous vous rappelez, la toxicomanie quand même. Bon. Donc voilà pourquoi, ils vont avant les défauts suivants, donc dans la catégorie donc source occasionnelle de problèmes. Là, j'ai noté, vous voyez, donc gourmandise, avarice, distractibilité, bon, l'orgueil, on peut rajouter le bavardage dont j'ai parlé, les tourderies, j'ai mis. En fait, cette liste n'est pas exhaustive. Je pense que tous les autres instincts animaux qui existent, et il y en a plein évidemment, vont dans cette catégorie. Sauf, oublie de ma part, ça m'intéresse si quelqu'un a trouvé un instinct animal qui irait dans une des trois premières, faudrait que je le rajoute, ça m'intéresserait. Bon. Pourquoi j'ai mis en gris insensibilité et tourderie, c'est juste pour rappeler que contrairement aux autres, ce ne sont pas des instincts animaux, mais juste des défauts psychologiques, source de souffrance. Donc on comprendra pourquoi je pense j'ai mis insensibilité dans la catégorie supérieure à étourderie, puisque à étourdi il suffit de lui rappeler ce qu'il a oublié et là il va être désolé, quoi, alors qu'un insensible, non, le problème est un peu plus profond. Donc pour terminer, on remarquera l'absence de cette liste tout à fait volontaire de la cupidité
et plus généralement de la soif de pouvoir, soif de pouvoir formel, je veux dire, donc à ne pas confondre avec l'autoritarisme, qui est un instinct de domination animale. Tout comme évidemment on ne confondra pas la cupidité avec l'avarice, j'y reviens pas. Bon. Donc, puisque ce sont là, en réalité, pour faire vite, des faux péchés qui masquent, eux, un problème politique, au sens large. Ou si vous voulez, ce ne sont pas des sources de problèmes sur lesquelles il est possible, réaliste en tout cas, d'agir, quoi. Contrairement à agir sur des conventions sociales, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est que les gens qui disent, vous savez, mais le problème c'est pas l'argent, c'est la cupidité, c'est la soif d'argent, ils oublient déjà plusieurs choses, enfin, de remonter assez loin dans les causes. Si quelqu'un vous dit ça, il faut lui poser la question, mais quelle est la cause de la cupidité, quoi, voilà. Et à savoir, donc, c'est le système économique, puisqu'on l'a vu, c'est lui qui était à l'origine de la convention sociale sans laquelle la cupidité n'existerait pas, mais aussi pour une autre raison, puisqu'on est un peu dans la psychologie, l'émotionnel, tout ça, là. C'est parce qu'il faut bien comprendre, bon là j'ai mis l'accent sur tout ce qui est instinctif, je suis un peu parti là-dessus, quoi, bon, pour simplifier, mais vous savez qu'une personnalité humaine est évidemment surtout liée à l'acquis, à son vécu, et pas seulement à des potentialités génétiques, bien sûr. Or, voilà, un système dans lequel les gens doivent constamment se préoccuper de leurs biens, de chercher à gagner de l'argent, évidemment que ça induit aussi une attitude, vous voyez, une attitude avide, une attitude de peur, voilà. Donc c'est bien le système qui crée même l'aspect émotionnel en plus, voilà. Même s'il ne crée pas nécessairement cette attitude, c'est chez tout le monde, bien sûr. On parle ici de tendances statistiques, évidemment. Alors je voudrais pour terminer répondre à la question que certains d'entre vous se posent peut-être, mais comment sortir du péché harmoniste ici, c'est-à-dire ne plus contribuer à tous ces problèmes que nous avons vus? Et la réponse est simple, et je ne vais faire que me répéter. En appliquant la démarche rationnelle, plutôt qu'en se contentant d'être la proie du premier instinct venu. Car je rappelle qu'il est d'autant plus facile de sortir du péché que ces instincts ne sont que des potentialités, et non pas des fatalités, gare au défaitisme, inhibiteur de solutions. Et pour ça, il faut commencer par faire une pause de temps en temps, très dur ça, par prendre donc le temps de réfléchir, et pas n'importe comment, ni à n'importe quoi, évidemment, car là d'ailleurs, la distractibilité, il faut commencer par bien établir ses propres buts avant de chercher à atteindre l'un d'entre eux. C'est ce que l'on peut appeler la philosophie, au sens étymologique, de recherche de la sagesse. Sauf qu'on peut remarquer à ce stade un problème technique, philosophique en l'occurrence, la raison, au sens strict, permet certes de trouver un moyen efficace de réaliser ce que l'on veut, mais elle ne permet pas de trouver ce que l'on veut, je veux dire, ultimement. Elle détermine des moyens, non la fin ultime. Notre but ultime doit donc reposer sur une ou plusieurs tendances instinctives, car il faut une motivation pour le poursuivre. Il faut la flamme, laquelle se situe forcément donc en nous-mêmes. Et c'est là d'ailleurs, on remarque au passage qu'il faut se méfier de l'instinct de soumission. Alors il ne s'agit pas pour autant, bien sûr, de s'abandonner à n'importe quelle tendance instinctive, puisque comme nous l'avons vu, certaines entraînent des nuisances ultérieures, ou nous rendent dépendants, comme la dépendance au jugement d'autrui, qui est une source de souffrance pour soi-même d'ailleurs. L'idée est donc d'aller voir du côté des tendances instinctives les plus positives, qui n'induisent pas de dépendance ni de conflit avec autrui en particulier, et qui puissent déterminer un but durable. Mais on ne peut résumer les choses à une tendance, bien sûr, parce que si j'aime tout le monde et que je me démunis complètement à cause d'une générosité incontrôlée, ce n'est pas très concluant ni durable comme solution. Bon. Ce qu'il faut, en fin de compte, c'est bien se donner un but qui garantisse notre bonheur à long terme. Or, un but particulièrement satisfaisant de ce point de vue consiste à accroître le bonheur partout, équitablement, autant que possible, ainsi pas d'autosacrifice problématique, donc, puisque cela implique de prendre soin de soi-même, vous voyez, sur le long terme. Ce but permet d'être le plus en harmonie possible avec le plus de monde possible, et même d'être particulièrement en harmonie avec ceux qui auraient également adopté ce but, alors surtout si, en plus, ils cherchent à l'atteindre rationnellement, car alors on pourra se mettre d'accord aussi sur les moyens de l'atteindre. Ouais.
D'où l'intérêt et le nom de l'harmonisme rationnel. Ah ouais. Voilà, d'autant que ce qu'il faut voir aussi, vous voyez, c'est que pour éviter concrètement de développer des tendances nuisibles, donc sortir du péché, eh bien, il faut s'occuper de l'esprit avec autre chose. Parce que ne penser à rien, c'est très difficile d'abord, en plus de faire rien. D'où l'intérêt, donc, vous voyez, de se donner un tel but. Bon, alors cela permet sinon de régler les problèmes du monde, bien sûr, du moins de régler les siens, ce qui est déjà un bon début, tout en contribuant à améliorer les choses à son échelle. Hein, voilà. Après, c'est évident que plus il y aura de gens pratiquant une telle philosophie, bien mieux les choses iront dans le monde. D'où l'intérêt qu'il pourrait y avoir d'ailleurs à la faire connaître, hein, pour le cas où d'autres trouveraient que, voilà, que ça leur convient. Ouais, du coup, c'est bien, c'est ce que je fais. Voilà, j'espère. Mais bon, vous allez me dire que tout ça c'est un peu lointain quand même. Vous imaginez avant que tout le monde, évidemment, participe à un tel objectif prioritaire. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a aussi autre chose dont nous avons parlé, qui pourrait améliorer l'état du monde plus rapidement, disons peut-être. Si vous vous rappelez les conventions sociales, là, et en particulier l'histoire de hiérarchie de domination, en vertu desquelles, donc en tant que convention sociale, là, donc en vertu desquelles la vie d'une personne l'emporte sur celui des autres, d'où un accroissement de ses libertés, certes, mais au détriment de celle de tous les autres quand même. Alors, si vous vous rappelez, on a parlé à ce sujet, je sais pas, de l'idée de démocratie, consistant donc, je rappelle, à décider ensemble. Mais on a vu que ça posait quelques petits problèmes techniques. Pour pouvoir concrètement se passer de hiérarchie, il faudrait, vous voyez, disposer d'un moyen efficace de décider à plusieurs, de parvenir du moins rapidement à une décision qui satisfasse le mieux possible tout le monde. Et pour ça, l'idéal serait de disposer d'une référence commune suffisamment universelle, sur la base de laquelle donc établir ou contester les décisions. Et pourquoi pas le plus grand bonheur possible, partout, équitablement, parce que vous voyez, c'est universel du coup. En argumentant rationnellement, justement, pour pouvoir se mettre d'accord, ça me rappelle plein de trucs, ça. Et oui, vous voyez, l'harmonisme rationnel. Mais alors là, non plus en tant que philosophie de vie personnelle, mais comme constitution, alors en quelque sorte. Après bon, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de mon propos ici, mais il me semble qu'en ajoutant à cette référence une bonne dose de transparence, vous voyez, et d'organisation, bien sûr, de pouvoir faire en sorte que tous ceux qui le souhaitent puissent participer aux décisions, et on aurait ainsi une bonne assurance que ces dernières soient bel et bien conformes au plus grand bonheur possible. Et également, vous voyez que le pouvoir ne serait plus accaparé par les individus les plus manipulateurs, comme c'est ce qui se passe lorsque les gens décident sans référence précise, voire cherchent à obtenir des majorités. Et pire encore, voilà, évidemment, un pouvoir personnel, il faut vous imaginer. Du coup, on aurait là un nouveau système politique, où le pouvoir n'appartiendrait plus à personne, pas même à une majorité comme en démocratie, mais à l'utilité commune en quelque sorte. Système que l'on pourrait donc appeler lucratie. Et aussi, si vous vous souvenez, en ce qui concerne l'économie, rappelez, bien, le meilleur moyen d'assurer la justice et le plus grand bonheur possible, parce que c'est l'objectif quand même assez consensuel, eh bien, serait de demander à tout le monde quelles sont ses préférences, ses niveaux de satisfaction pour l'ensemble des activités, qu'elles soient de consommation ou de production, et ensuite de répartir ces activités de façon à optimiser équitablement le bonheur. Or, les moyens informatiques dont on dispose aujourd'hui permettent désormais d'envisager ce genre de choses. Et vous voyez, ce sera encore une application de l'harmonisme rationnel, que l'on pourrait appeler donc, je ne sais pas, l'économie solidaire de la satisfaction maximale, puisqu'en l'occurrence, puisque c'est équitable, c'est solidaire par construction. Bon, économie lucratique, je ne sais pas. Alors notons également d'ailleurs qu'ainsi, dans cette société plus juste, transparente, l'éventuelle réussite sociale correspondrait à un bénéfice réel pour la communauté, si vous vous rappelez l'intérêt aussi de ça. Oui. Et concernant alors les problèmes aussi, vous vous souvenez, liés au clanisme, bien, il y a une solution très simple, facile, c'est gérer les choses collectivement, sans discrimination bien sûr, à l'échelle de l'humanité, et surtout pas de sous-groupes, sinon on aura toujours des conflits d'intérêts.
Et bien sûr, sans recourir par ailleurs à une hiérarchie pyramidale. Pas de gouvernement mondial, donc, puisqu'on a la solution pour ça, du coup, Lucratie. D'autant plus d'ailleurs qu'une gestion globale est d'ailleurs nécessaire pour faire face aux problèmes écologiques. Il faudrait peut-être même se dépêcher alors. Donc voilà, c'était quelques petites propositions, hein, pour répondre à la question, là, hein, comment sortir des péchés harmonistes. Donc, tout d'abord, réduire les vrais péchés par un travail sur soi et une philosophie cohérente, et opter, justement, pour une organisation politico-économique moins criminogène.